Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Nous allons prolonger le débat un peu plus tard. On va essayer de faire lecture de quelques messages avant le grand oral de Khalifa Gassama Diaby. Dans ce studio Moussa, nous continuons le débat avec Madame Maïmouna Ba, il faut la rappeler, tante de la victime qui est avec nous dans ce studio. Donc le colonel Gabriel et ses hommes ont fait leur boulot. Ils ont mis aux arrêts le Portugais, ils l'ont interrogé, il a reconnu les faits. Oui. Le Portugais s'est engagé là-bas pour nous dédommager à une somme de 500 000 500 000 quoi euros. D'accord. De lui-même sans pression, sans torture? Non, c'est lui-même qui me l'a proposé. Parce que quand je lui ai parlé de la justice, il s'est levé, il a pris mes pieds en me demandant de l'excuser, ce qu'il a fait, que c'est pas bon. Devant les gendarmes. Ouais. Il s'est engagé comment? Oralement? Il a dit d'écrire dans leur main courante. C'est là-bas. Dans le document au niveau de la gendarmerie? Oui, dans leur main courante. Il s'est engagé dedans à nous dédommager à une somme de 500 000 euros. Ouais. Et depuis là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Maintenant, après ça, moi, j'étais malade. Ça, c'était le lundi. On s'est dit mardi, le blanc a dit qu'il allait nous donner le jeudi 150 000 euros. Et les 350 000 seraient payés dans 2 mois. Le lundi, moi, je quitte. J'étais malade le matin. Je viens à l'hôpital. Je reviens chez le colonel, me dit qu'il a reçu un appel de la présidence, qu'il a laissé le blanc. Je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai envoyé le blanc ici. Même si qui appelle, appelez-moi d'abord avant de le relâcher. Colonel. Le colonel Gabriel de la Gendarmerie nationale et de PM3. PM3, à Matam. Ouais. Je parle de lui. Ouais. Et puis il m'a dit que lui, qu'il a laissé un appel, donc il a laissé le blanc. Est-ce qu'il y avait eu un début de paiement déjà? Est-ce qu'on avait demandé des numéros de compte bancaire pour le Oui, transfert? on m'avait Parce qu'on ne peut pas quand demandé même le amener blanc. 500 000 euros comme ça d'intérêt. Oui, c'est pas le possible. blanc a demandé mon numéro de compte. Et dont le colonel lui-même, il a dit qu'il allait donner son numéro de compte. Le colonel a dit ça? Oui, il a dit. Incroyable. Les grandes gueules. Que je vais donner moi mon numéro de compte. Après, j'ai appelé mon conseiller, je l'ai demandé si telle somme, on peut le recevoir ici. Il a dit oui. Si vous voulez, vous pouvez demander, et je veux vous donner le numéro de mon conseiller un jour. En septembre, je l'ai appelé, je l'ai demandé ça. Alors, c'était qui cet homme de la présidence? C'était qui? C'était un nommé Dramé, Lamine Dramé, qui s'est fait passer un homme de la présidence. Il n'est pas de la présidence. Et c'est lui qui a appelé le petit du colonel Gabriel, qui s'appelle Kaba, qui lui a dit qu'il est de la présidence. Donc, il y a un Portugais là-bas qu'on doit mettre le Portugais là à sa disposition. Donc, ça, quand j'ai su qu'ils ont relâché le blanc, j'ai mené mes enquêtes. J'ai su que le nommé Dramé, c'est pas quelqu'un de la présidence. Bien. Je pense que Gabriel doit s'expliquer. Oui, je donnerai sa part sa version des faits. Mais juste l'autre question, vous en êtes où aujourd'hui, maintenant là? Vous en êtes où dans les démarches? Est-ce que la justice continue de faire son travail? Oui, quand j'ai su ils ont fait des bafouillages, j'ai porté ma plainte chez Kegoro. Et le nommé Dramé a cherché à me rencontrer. Il a demandé au commissaire Sadou de lui passer mon numéro. On lui a passé mon numéro, il m'a appelé, je suis allé le rencontrer à son bureau. Il m'a demandé de négocier avec lui, d'enlever le problème chez Kegoro. Lui, il peut faire venir les Blancs là, ils vont payer l'argent là, et puis je vais lui donner un peu. Je lui ai dit, si tu peux le faire, il faut le faire. Mais le problème là, je ne vais pas enlever chez Kegoro. Bien. Alors, dernière précision, Lamine, mais c'est important quand même, puisque j'ai rencontré le colonel Gabriel, et je leur ai dit cela hier, et le nommé Dramé également. Le colonel du PM3 explique que le Portugais n'a pas reconnu les faits. Il y a la reconnaissance quand même ici. Voilà, c'est ce que... Mais je vous dis ce qu'il m'a dit. Oui, mais la reconnaissance ici, ça en plus... Voilà. Il dit que le Portugais n'a pas reconnu les faits. Au-delà de ça, c'était un Portugais qui était gravement malade, qui avait même une machine au niveau de la poitrine. Donc, et la Guinée avait déjà enregistré le décès d'un autre Portugais la semaine d'avant. Donc, c'était risqué, qu'il n'y avait pas de preuves
palpable selon ses propos. Il n'y avait pas de preuves pour vraiment étayer tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que le cas de viol, il n'y croit pas, lui, en tant qu'officier d'investigation. Voilà, je engagé le blanc dans sa main courante. Merci. Et Dramé également, je l'ai rencontré. Il estime qu'il n'a jamais dit qu'il travaille à la présidence. Seulement, moi, il m'a dit une chose qui n'est pas vraie, parce que j'ai vérifié après avec le juge d'instruction. Il m'a dit qu'il n'était pas sous contrôle judiciaire. Voilà. Quand vous échangez avec un journaliste, dites-lui toute la vérité, parce qu'après, il va recouper. Après, j'ai échangé avec j'ai mené mes enquêtes. Je me suis rendu compte qu'il est placé sous contrôle judiciaire. Donc, il faut dire toute la vérité dans ce dossier. Colonel a sa part de vérité, Gabriel. Je pense que Dramé également a sa part de vérité, mais c'est la justice qui pourra démêler les chevaux. Ce qui m'inquiète plus, c'est le cas de cette jeune fille, mais également cette main courante, cette décharge qui a été faite dans l'enceinte même de la gendarmerie. Ça me taraude l'esprit. Alors, comment est-ce que... parce que je ne peux pas comprendre, on ne peut pas quand même forcer un Portugais à faire une telle décharge. Si c'était un acte de reconnaissance qui avait été fait en dehors de la gendarmerie, j'aurais bien pu comprendre. Mais que ces éléments soient présents et que le Portugais fasse une telle reconnaissance et qu'il soit inscrit à un montant de 500 000 €, je pense que la justice doit faire son travail. Voilà, Moussa Moïsi là. Merci beaucoup, madame, en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules. On va suivre ce dossier de plus près. Rassurez-vous, on va faire le nécessaire. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé chez nous. Ok, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, les Grandes Gueules continuent sur Radio Espace. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Au grand oral de Khalifa Gassama Diaby, vous le voyez à l'écran, notre invité exceptionnel ce matin chez les GG, la Guinée, un pays à la croisée des chemins, alors qu'elle peine toujours à porter un passé lourd de rugosité, il le dit Titi, elle s'apprête à affronter un avenir qui ne s'appréhende pas forcément sous les auspices les meilleurs, en cause de crucial échanges électoraux dans les conditions d'organisation, puisque par le passé pourrait comporter les germes de menaces plus sérieuse à la paix, à la stabilité des institutions démocratiques et à la cohésion sociale. Ajoutez à cela d'autres défis, tels celui de la construction d'un état de droit dans un contexte d'incivisme à toute vapeur, où l'État et les populations donc se rendent coupables presque au quotidien, il le dit, de violations continues des lois et des normes. Comment y faire face? On pose cette question ce matin. À quel prix la Guinée abordera-t-elle ces multiples défis? Comment parvenir à une démocratie apaisée dans le pays? Monsieur Khalifa Gassama Diaby, vous le voyez à l'écran, ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté, qui brise un long silence dans lequel il s'était muré depuis quelques mois. On essaye d'ouvrir le débat ce matin chez les GG sur Radio Espace. Des réactions des auditeurs avant de continuer le temps pour Titi de préparer tout ça. Nous pensons ce matin à Famoussa Makadabi, évidemment, qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Après ce terrible accident dont on a été victime ce dimanche, donc que Dieu nous a sauvés, je tiens à remercier tout un chacun pour les différents soutiens et les prières formulées. Personnellement, ma santé s'est améliorée et mes pensées vont aux autres victimes. Brillante intervention du ministre Diakaria Koulibaly, un cadre convaincu et convaincant. Merci beaucoup. Voilà, Afamoussa Makadabi qui nous écrit ce matin. Khalifa Gassama Diaby avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà. Comment vous vous remettez, monsieur le ministre? On sait que la vie vous a réservé des coups assez durs. Vous avez perdu votre petit frère. Au-delà de ça, les bobos de votre papa. Alors, comment on se remet de tout cela? On fait avec. Oui. On tient. On affronte la vie. Voilà, j'espère qu'ils sont au paradis. Alors, et mon petit frère, Salimou, et mon petit frère, Abdelaïba, qui était proche de moi. Et je parle de l'homme que j'ai connu. J'espère que tous les deux sont au paradis. Voilà. Alors, il y a quand même bien longtemps, de longs mois, que vous observez une sorte de... Moi, je vais appeler ça une sorte de diète médiatique. Les Grandes Gueules. Vous êtes effacé, vous êtes un peu loin de la scène politique. On a l'impression que vous êtes mis en retrait.
Expliquez-nous pourquoi ce long silence, monsieur le ministre. Vous êtes déçu ou c'était volontaire? Écoutez, je pense que le mot qui convient n'est pas la déception. Ouais. Parfois, on est triste de la crise morale, puisque c'est celle-là dont il est question, dans laquelle ce pays s'enfonce, avec un manque de magistère moral. On gouverne une société par des règles, par des principes. Ceci dit, je pense qu'on parle quand on a des choses à dire. Quand on n'a pas à dire, il ne faut pas accabler nos concitoyens qui sont suffisamment accablés des banalités. Donc je ne parle pas quand je n'ai pas des choses à dire, et quand j'ai à dire, je remercie ceux qui me donnent la parole. Au front, monsieur le ministre, c'est très important, ce n'est pas du tout un jeu de mots. On vous a vu à la casse, à chaque fois quand c'est chaud, on dit où est Khalifa. Finalement, à la fin du compte, vous vous dites, mais non, ça ne sert à rien, à la fin du compte, vous avez démissionné. Écoutez, j'aime profondément ce pays. Et je suis toujours malheureux que nous montrions à la face du monde, quelquefois, des choses qui ne nous honorent pas. Je travaille au cœur. Je suis un passionné. Et je suis très attaché à mon pays, à sa population. Quand je peux faire des choses, je le fais. Démission ou frustration à la fin du compte? C'est pas une démission. Évidemment, je suis un être humain. Et il m'arrive des moments de peine. Moussa l'a dit tout à l'heure. Il faut dire aussi que pendant 3 mois, j'ai passé des moments extrêmement tristes parce que j'ai perdu des êtres qui m'étaient très chers. Mais bien avant ça, monsieur le ministre, on vous a vu au palais du peuple très 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 affecté avec la clôture de Sénacip, entre autres. Finalement, on se dit, mais ce ministre, on ne l'exploite pas comme ça se devait à la fin du compte. Je ne sais pas. Écoutez, vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas propre à moi. Et qui caractérise ce pays. Il n'y a qu'à voir les talents dans ce pays. Il n'y a qu'à voir les intellectuels. Je parle des vrais. Il n'y a qu'à les voir comment ils ont, d'ailleurs parfois on les comprend, tellement il est difficile dans ce pays de faire sa place lorsqu'on est attaché au savoir. Et je vais y venir. Allez-y. Il est difficile dans ce pays lorsqu'on est attaché aux valeurs, lorsqu'on est attaché au savoir. On a parfois l'impression que ce pays, depuis l'indépendance, s'est inscrit dans la détestation de ceux qui savent. Ceux qui savent ont abandonné. On a laissé le pays dans tous les domaines. On a laissé. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de renversement des pyramides. C'est-à-dire que les meilleurs sont soit en bas, ou se sont reculés dans nos préfectures, ont décidé d'abandonner tellement on les accable. Quand vous savez, quand vous parlez, vous êtes prétentieux, vous êtes orgueilleux. Il y a tous... Non, mais c'est extrêmement important. Il y a toutes ces épreuves qui sont là, et nous sommes tous des êtres humains, et nous avons des moments de peine, de fatigue. Seulement, j'ai pas ma réponse, en fait, à la fin du compte, monsieur le ministre. Mais alors, moi, je la suis question très attaché... je veux dire, aux coutumes, par loyauté, peut-être que vous n'avez pas jeté l'éponge en ce qui concerne ce qui s'est passé du côté du Palais du Peuple à la fin. Vous dites aujourd'hui, je suis là parce qu'il faut être là, parce que la loyauté est là au président Condé, mais en même temps, on ne vous facilite pas la tâche. Je ne sais pas. Mais écoutez, maintenant je comprends votre question et je vais vous répondre très franchement. Allez-y. Vous savez, je vous l'ai dit, à maintes reprises ici même. Et comme d'ailleurs peut-être probablement pas le seul. Les grandes gueules. Nous sommes parfois atteints par le découragement. Mais en fait, je me suis accroché pour quelques raisons. La première, c'est que je voulais, par ce acte d'acharnement, envoyer un message à la jeunesse de ce pays et qu'il ne faut pas abandonner quand c'est dur. D'accord. Quand c'est dur, il ne faut pas dire puisque c'est dur, j'abandonne. Il faut aller au bout du travail, puisque moi je le dis ici, je n'ai jamais demandé d'être ministre. Je ne l'ai pas demandé et je rappelle qu'être ministre n'est pas un métier, c'est une fonction. On m'a confié un travail que je compte faire avec toute la fidélité à mes valeurs, à mes croyances, puisque je le dis et je le répète, mon honneur et mes convictions ne sont pas négociables. Tant que je pourrai faire, quelles que soient les difficultés par ailleurs, parce que je rappelle
Certains ne le savent pas. Je suis le seul département ministériel qui n'a pas de pouvoir réglementaire. Je ne peux pas décider. Donc, quelque part, je suis un département moral. Je suis un département de sensibilisation. Je suis un département qui définit un certain nombre de valeurs qui sont liées aux questions de démocratie et de justice. Est-ce réellement votre place à la fin du compte? Oui, alors, ce que j'ai compris, les grandes gueules. Ce que j'ai compris, et ça c'est la deuxième raison. Je n'ai pas abandonné aussi pour ne pas faire plaisir à ceux qui veulent que je parte. D'accord. Donc, pour ces deux raisons, et bien sûr, il y en a d'autres dans lesquelles je ne peux pas rentrer dans les détails ici. Et puis, à la fin, on peut dire une chose, chaque chose en son temps. Comme disent les Ivoiriens, allons seulement. Lors du premier conseil des ministres du gouvernement Kassori, l'accent a été mis sur la solidarité gouvernementale. Quand on sait ce que c'est que la solidarité gouvernementale, est-ce que vous allez collaborer? Est-ce que cela veut dire que vous allez soutenir l'illégalité, l'injustice, etc. Ça, c'est la première question. Deuxième question, encore dans le remaniement, lors du remaniement ministériel, vous étiez pressenti à des postes régaliens, comme la justice, etc. Mais à la dernière minute, je crois que certaines langues ont sûrement dit au président de la République que vous étiez imperturbable et qu'à ce poste-là, vous risquiez de vous attaquer vous-même à des questions qui mettraient le gouvernement en difficulté parce que vous êtes quelqu'un qui ne lâchez pas. Incontrôlable. Écoutez, je suis toujours troublé par le débat sur la solidarité gouvernementale. Je veux ici rappeler que le gouvernement, quel qu'il soit, et en Guinée et ailleurs, aucun gouvernement n'est au-dessus des lois. La question de la solidarité est une question technique et politique. Elle n'est pas légale. Lorsqu'il y a des choix politiques qui n'ont pas de conséquences sur la loi, la solidarité est de mise. Lorsqu'il y a des choix techniques qui n'ont pas d'incidence sur les droits et les libertés de nos concitoyens, la solidarité est de mise. Ma fonction à moi, sur des questions de droits humains, de droits et libertés des citoyens et aussi de leurs devoirs, sur la question de l'unité de la nation. Peut-être que je suis naïf, mais s'il y a quelqu'un qui peut assumer cette fonction dans la partialité, dans des prises de position partisanes, en étant solidaire de tout, y compris ce qui n'est pas conforme à la loi, eh bien, je lui cède ma place. Ce que je crois, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous des responsabilités historiques, au-delà des responsabilités collectives. Je compte faire ce travail, mais je le ferai sans concession morale, parce que c'est mon travail et parce que je dois cela à ce pays. Si je dois être solidaire, je le serai. D'ailleurs, je suis solidaire de tout ce que ce gouvernement, depuis que je suis là, a fait et en bien. Et ce qui n'a pas marché, je fais partie de ce bilan, mais lorsqu'il y a des violations, lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la loi, il n'y a pas de solidarité qui est de mise. La deuxième question. Deuxième question sur la formation du gouvernement. Vous étiez pressenti à des postes régaliens, mais à la dernière minute, vous n'y êtes pas. Les grandes gueules. Non mais c'est important. Il était cité par exemple à la justice. C'est important de préciser. C'est important de préciser. Alors, on le présentait même en primature. Il ne faut pas avoir peur de mots. Est-ce que vous êtes à la fin des comptes déçu de ce remaniement ministériel? Absolument pas. S'il y a un domaine dans lequel le chef de l'État, le président de la République, a son pouvoir absolu, c'est celui de choisir les personnes et de les mettre là où il veut. Je crois que dans ce gouvernement, chacun est à sa place. Et de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas ambitieux sur ces questions de pouvoir. Je crois que ce qui est important, c'est de servir ce pays qui a besoin d'être servi. Et on peut le faire dans le gouvernement, on peut le faire en dehors du gouvernement. Ce qui est important, c'est de ne pas... Peut-on dire que Khalifa, c'est un taulier, ou si on faisait une émission littéraire à dire, c'est un nègre? Écoutez... je sais pas, je crois que ce qui est important, ce qui est important. Non, mais répondez à ma question. Oui, je tente de répondre à votre question. Ce qui est important, c'est de faire son travail. Oui. Donc vous êtes un taulier? Bon, ça dépend dans quel sens. J'essaie de faire honnêtement le travail que je dois faire. Un nègre.
Ouais, mon propre nègre, peut-être. Oui. Voilà. Les grandes gueules. Alors, on va parler, monsieur le ministre, de ce forum qui s'est tenu, le Forum national des droits de l'homme, qui a regroupé quand même toutes les sensibilités des activistes de la société civile, des droits de l'homme, des magistrats. Et l'objectif, c'est d'offrir à la Guinée une lettre de politique publique sur les droits de l'homme. Depuis 5 ans, c'est un travail de fond qui a été fait depuis le temps du ministère des droits de l'homme. Finalement, quelles leçons vous pouvez tirer de ce forum? À quand la sortie, l'obtention de cette lettre? Parce que c'est l'objectif visé par le forum. Écoutez, au moment même où je vous parle, je vous remercie. Ce forum est le résultat de 5 années de travail de terrain. C'est la 7e étape d'un processus long qui a commencé en 2014, oui. Fin 2013, début 2014. Nous avons travaillé avec l'accompagnement, et je profite de l'occasion pour leur exprimer toute ma gratitude et celle du gouvernement. Nous avons été accompagnés par les Nations Unies et l'Union européenne. Ce forum, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour ce pays parce que nous avons travaillé avec nos concitoyens dans les 33 préfectures pour permettre aux Guinéens eux-mêmes d'exprimer leurs préoccupations sur les questions des droits humains. Et vous l'avez constaté, ce forum national était l'occasion, bien sûr, de finaliser ce travail de longue haleine. Et bien sûr, dans quelques semaines, nous allons présenter au gouvernement un projet de lettre de politique nationale en matière de droits humains sur les 10 à 20 ans à venir, avec des axes principaux sur les questions d'éducation, sur les discriminations de genre, sur les femmes, sur les questions des libertés civiles, de droits civils et politiques, mais aussi sur les questions de lutte contre la misère et la pauvreté, avec des solutions concrètes. Et je le rappelle, c'est cela au gouvernement de valider cette lettre de politique nationale et bien sûr d'y mettre les moyens, et cela dépend de tous les départements puisque tous les aspects de la vie nationale est touché par ce forum. À l'occasion de la tenue de ce forum, justement ici à Conakry, on a suivi l'intervention du ministre d'État de la Justice, M. Cheikh Sako, qui n'a pas tari d'éloges à votre égard. Je rappelle, par exemple, un certain nombre de ses propos. Il vous a qualifié d'homme exigeant, intransigeant, de quelqu'un qui ne s'amuse pas avec les gadgets. Et quand un ministre d'État fait de telles déclarations vous concernant devant tous les diplomates réunis, qu'est-ce que cela vous fait, monsieur le ministre? Bien sûr, c'est comme tout être humain. Cela, d'une part, est un honneur et un plaisir, mais engage aussi ma responsabilité dans ce travail. Disons les choses nettement. Depuis quelques temps, pour des raisons de flou en termes de prérogatives, il y a eu un relâchement. Il faut le dire, un relâchement sur les questions de droits humains. Nous avons fait des pas de géant entre 2013 et 2015. Nous avons rattrapé un retard considérable avec les institutions internationales liées à nos engagements internationaux. Nous avons fait avec bien sûr tous les départements concernés, la justice, la sécurité, les affaires sociales, les affaires étrangères et puis d'autres départements que je n'ai pas cités ici. On a travaillé à l'interne. La dynamique, elle était bonne, elle était exigeante. Il y a eu un relâchement et il faut rattraper ce relâchement. Les droits humains, c'est pas un caprice d'un peuple. Pourquoi ce relâchement à la fin du compte? Parce que vous ne vous sentez pas écouté? Pourquoi ce relâchement? C'est un peu, comme le disait un philosophe, on est parfois en Guinée installé dans ce qu'on appelle la revanche des passions contre la raison du droit. C'est-à-dire que la politique domine tout dans ce pays. Vous vous levez le matin à 7h, c'est la politique. À midi, c'est la politique. Le soir, c'est la politique. On finit d'ailleurs par oublier la raison de la politique. La raison, la finalité de la politique, c'est servir le peuple. Et je crois, nous sommes dans une logique de tellement de détachement. Nous sommes sortis du triangle d'or. C'est-à-dire les droits humains, la démocratie, l'état de droit, qui forment, eux trois, quelque chose qu'on appelle un modèle de société. Et ce modèle de société doit être construit autour des valeurs. Nous avons l'impression qu'on a mis la Guinée sur les questions politiques sur un bouton automatique où tout ce qui concerne le débat tourne autour des politiques. Et je veux rappeler ici
Et c'est ça la question démocratique. La démocratie ne se limite pas simplement aux mécanismes d'accession ou de gouvernance du pouvoir. Oui. La démocratie, c'est un modèle de société. C'est aussi l'exigence des valeurs, d'accord? Et ça, quelquefois, on a tendance à l'oublier, puisqu'on a l'impression que les seuls débats qui valent dans ce pays, c'est le débat électoral. En clair, et on a fini... ce relâchement, vous dites quelque part, j'ai failli à la fin du compte, parce que je me bats, mais j'arrive pas à la fin du compte. Écoutez, vous savez, si il faut relâcher parce que c'est dur, oui. Je crois que très peu de personnes tiendront dans ce pays. Oui, c'est dur. Oui. Mais je crois que je donnerai à ce pays ce que j'ai à lui donner jusqu'à ce que je me sente personnellement dans l'incapacité de continuer en ce moment-là. Non pas pour des pressions extérieures, non pas pour faire plaisir à ceux qui veulent me voir partir, non pas parce que c'est difficile, mais parce que intimement, j'aurais été convaincu de ne pas pouvoir continuer. En ce moment-là, j'en tirerais les conséquences qui s'imposent et j'aurais été fier de servir ce pays avec l'honnêteté la plus exigeante parce que cela n'est pas négociable chez moi. Voilà, Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, je vais en placer 3. La première question, c'est que lorsque le remaniement se faisait, on a vu des ministres qui étaient très inquiets. Nous, journalistes, on a reçu même des coups de fil. Ah, mon frère, il paraît que tu as vu la liste. Les grandes gueules. Est-ce que mon nom y est? Quel était votre état d'esprit? Est-ce que vous étiez aussi inquiet? Étiez-vous allé à Kindia pour encore demander la bénédiction du papa pour que vraiment votre nom il soit toujours, que vous puissiez rester au ministère ou aller à un autre ministère? Est-ce que vous étiez inquiet? Ça, c'est la première question. La deuxième, les violations des droits de l'homme, ça continue malgré les réformes, malgré les efforts qui ont été fournis. On vient ce matin de parler d'un autre cas. Il y a aussi le cas du jeune syndicaliste Sidi Kemara qui est en prison malgré une décision de justice. Le cas aussi du journaliste Mamadou Salou Diallo qui a été déféré finalement. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à Khalifa Gassama Diaby, comme vous l'avez fait par le passé, avec son bâton de pèlerin qui part sur le terrain pour rencontrer ces différentes personnalités? Ensuite, la troisième question, c'est lié à votre projet de stratégie nationale de lutte de prévention des conflits. Où est-ce que vous en êtes réellement? Écoutez, pour les questions de conflit, nous travaillons avec le PNUD pour la définition d'une stratégie globale de prévention et de gestion des conflits. Comme vous le savez, dans une société politique, il est hors de question d'imaginer, ça serait un leurre, de faire croire à nos concitoyens qu'il n'y aura pas de conflit ou qu'il n'y aura plus de conflit. Ce que nous devons apprendre, c'est comment gérer nos conflits, puisque le conflit est inhérent à la vie humaine et à la vie sociale. Le travail sur cela, et nous arrivons, comme le Forum national sur les droits humains, nous arrivons vers la fin de ce travail et nous allons là aussi sortir un document national, puisque l'objectif est de créer une architecture nationale avec la société civile, avec tous les intervenants sur les questions de conflit, sur les questions de violence, pour permettre à notre pays d'être doté de culture, mais aussi de politique publique nationale pour la gestion des conflits. Mais sur ce point, il faut rappeler ceci. Nous aimons dans notre pays invoquer à tort et à travers l'exigence de paix. Tout le monde veut la paix. Oui. Nous le disons tous les jours. Nous faisons des prières. Il y a quelques jours, j'ai répondu à un journaliste pour dire que les Guinéens doivent cesser de tiendre l'État ou de mêler l'État à nos irresponsabilités individuelles et collectives. Si nous voulons la paix, si nous la voulons, il nous faut impérativement lutter contre les injustices. Il nous faut lutter contre les mépris, contre l'exclusion, contre la violence. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas continuer à faire exactement dans notre pays ce qu'on veut. Chacun fait comme il veut. Créer des victimes d'injustice. Mépriser les gens, les plus fragiles, les plus faibles, et puis après se retrouver à la mosquée pour prier contre la paix. Cette paix, on ne l'aura pas. La paix a des conditions. C'est le respect des grandes gueules. Le respect d'un certain nombre de principes moraux. On ne peut pas mépriser les gens et exiger la paix. On ne peut pas violer la loi et prier pour la paix. C'est une réalité dans le pays. Quand vous parlez de mépris, vous parlez de... Écoutez, l'exclusion, oui. Évidemment, oui. Nous le vivons tous les jours.
Et d'ailleurs, je crois, et que ce soit dans la vie sociale comme dans la vie politique, quand Dieu vous donne un cran dessus, vous devez vous-même vous mettre un cran dessous. Respecter les autres. Ouais. On est dans une société où les gens ne se respectent pas. Ouais. Ceux qui sont puissants croient que c'est éternel. Et ceux qui sont fragiles sont humiliés. On les humilie, on les méprise. Si on le fait, c'est pas la peine d'aller prier pour la paix. On ne l'aura pas. Pour ce qui est des violations des droits de l'homme, vous avez évoqué des cas pratiques. Je dois avouer que je ne comprends pas comment un journaliste, et je rappelle que tout Guinéen, y compris un ministre de la République, a le droit de porter plainte contre des journalistes pour des faits présumés de diffamation ou de manque ou d'atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne. Ça, c'est un droit absolu. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on n'a pas ce droit-là. Mais il y a une règle simple. Les délits de presse sont dépénalisés en Guinée. La règle, elle est simple. Le droit est clair. Puisque c'est dépénalisé, on ne peut pas mettre un journaliste en prison pour des faits de diffamation. Ce n'est pas moi qui le dis. J'aimerais bien ne pas pouvoir le dire, mais qu'on n'attende pas de moi de dire le contraire de ce que la loi dit. Je ne le ferai pas. Bien. On ne doit pas, et ça, c'est extrêmement important. Donc, en clair, le ministre d'État de la Justice qui poursuit Saliou, notre confrère, ici est mal pris avec la procédure. Ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas mettre un journaliste en prison pour des faits de diffamation. Il peut être poursuivi, mais c'est un civil. Oui, troisième question, c'était... votre poste, quand même, tout le monde est inquiet. Ceux qui pensaient qu'ils étaient indéboulonnables, écoutez, monsieur le ministre, même ceux qui ont pensé qu'ils étaient indéboulonnables, je ne suis pas le porte-parole de Gassama, je ont connais, été quand même. enlevés. Les grandes gueules. Que faisiez-vous? Est-ce que votre état d'esprit, est-ce que vous étiez zen? Je peux vous dire que en ce moment-là, j'avais d'autres préoccupations beaucoup plus essentielles. J'étais en deuil, je pensais à mon petit frère, je pensais à ma famille, je m'occupais de mon père. Je vais vous rappeler une chose. Et à la rigueur, ne même pas être reconduit. Je vais vous rappeler une chose. Être ministre n'est pas un métier. Beaucoup d'autres Guinéens méritent la place où je suis. J'ai un métier. J'ai une formation universitaire. Je ne me couche pas. Les grandes gueules. Et je ne me lève pas en me disant est-ce que demain je serai ministre ou pas. Ministre ou pas, je servirai ce pays et je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés pour voir ce pays descendre dans cette... Donc, vous n'êtes pas allé voir Karamoroba. Moi-même, je suis marabout. Mais voilà. Je suis de famille maraboutique. Mais je pourrais peut-être aussi, il y a des clients, je peux m'occuper d'eux, mais pour être ministre pour moi-même, je pense que ce n'est pas nécessaire. Selon le... Allez-y, Roby. Mais non, mais il y a le client, je suis client. Les grandes gueules. Selon les indiscrétions, vous avez même demandé à ne pas être conduit, ça c'est notre anecdote. Mais revenons un peu à une question, monsieur le ministre. La semaine dernière, nous avons perdu un de nos collègues, fauché dans un accident à 4h du matin, à Boulaïba de Guinée News. Notre caméraman, cadreur, est encore alité du côté de Ignace Dine. Vous vous êtes battu pour demander l'évacuation de Correa qui a été finalement opéré ici à Ignace Dine. Alors, on vous taxe de soutenir les journalistes et parfois même de les braquer contre le gouvernement. On vous dit que vous êtes le grand ami des journalistes. Écoutez, je suis beaucoup plus ami avec la justice. Je suis beaucoup plus ami dans la lutte contre les injustices. Parce que ça, c'est mon éducation. C'est une affaire personnelle. Il est extrêmement difficile dans ce pays de défendre les droits humains et la justice. Les défenseurs des droits de l'homme sont tous soupçonnés de traîtrise, de filouterie, de manœuvre, de manigance, de manque de loyauté. Ça, c'est notre péché quotidien. Nous l'acceptons. Moi, j'ai été contacté. Les grandes gueules. C'est moi qui vous ai appelé. Oui, il n'y a pas que vous. C'est important de le dire. Bon, oui. Moi, je vous ai appelé parce voilà. que la corporation, il faut le dire clairement, on ne comprenait pas trop bien l'attitude du gouvernement. Je lui ai dit, parce qu'il pourrait y avoir des représailles plus tard.
peux pas comprendre une activité gouvernementale. On s'attendait à ce que ce soit le gouvernement qui prenne en charge les frais de vacation de Coriabou. C'était pas que le groupe de médias ne pouvait pas le faire après, mais de façon logique, c'était d'abord l'engagement du gouvernement. Donc je l'ai joint pour lui dire, tenez monsieur le ministre, si vous pouvez faire quelque chose, vraiment faites-le pour que le gouvernement puisse se bouger. Je pense qu'il a mené les démarches. C'est ce que j'ai fait. Après, pour répondre très clairement à votre question, je le dis avec tout le respect que je dois à ce pays, aux auditeurs, très honnêtement, ce qu'on pense de moi, ce qu'on dit de moi, aujourd'hui, où je suis, je m'en fous. Qu'on me pardonne cette expression, qu'on me traite comme on veut. Mais je veux rappeler une chose aux uns et aux autres. L'histoire est impitoyable. Les vérités dans ce pays seront sues. Tout le monde rendra des comptes. Tout le monde. Et bien. Pour l'instant, pour le reste, les ragots, les manœuvres, Gassama est ceci, ou il est cela, ça m'est absolument égal. Ça ne m'empêche pas de dormir parce que je crois que ce qui est important, et comme le dit l'autre, la vérité n'a jamais nui aux causes nobles. Et nous sommes dans ce travail. Et pour le reste, les gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas né ministre et je ne mourrai pas. Que Dieu me donne longue vie. Probablement pas un ministre. Je pourrais mourir comme marabout en m'occupant d'Aboubacar et de Moussa Yoro et d'autres. On va essayer de voler parce qu'il y a le temps qui nous court derrière. 10 minutes, allez-y. Le Premier ministre est en ce moment même, si je me trompe, à l'Assemblée nationale où il va... Les grandes gueules. D'accord, en tout cas, où il va décliner sa politique générale, la politique générale du gouvernement, un gouvernement auquel vous appartenez. Qu'attendez-vous de ce discours? Est-ce qu'il y aura une adéquation entre le discours prononcé à l'Assemblée nationale et les actions sur le terrain? Parce que moi, ce matin, j'étais hyper pessimiste. Mais ça serait malvenu que je sois dans vos studios et de vous dire ce que j'attends de ce discours. Ce que le Premier ministre va dire à l'Assemblée, il le dit aussi à mon nom. Donc je ne peux pas commenter son discours en disant ce que j'en attends, ce que je souhaite de ce discours, puisqu'il le dit au nom de l'ensemble du gouvernement. Quelle sera votre part de responsabilité dans le discours? Attendons que le discours soit tenu. À partir de ce moment-là, quand vous aurez le contenu du discours, on pourrait parler de la part, mais je n'ai pas, ça serait malvenu, c'est pas très élégant. Je n'ai pas à dire ce que j'attends du Premier ministre, comme si j'étais en dehors. Je vais vous dire une chose, autant je serai absolument intransigeant lorsque les injustices sont commises, lorsque les droits sont violés, des citoyens guinéens, sans s'en foutre complètement de quelque bord qu'il soit, autant je vis cette solidarité morale avec le gouvernement. Je suis solidaire, y compris des échecs, mais quand il faut le dire, je le dirai, parce que je ne ferai pas ce qui est la culture de ce pays, attendre de sortir de dedans pour cracher dedans. Je le dis pendant que j'y suis, et quand je serai dehors, et c'est pour cela. Il faut le dire, il faut éviter les excès dans ce pays. On est dans un pays excessif. D'accord? Parfois, vous entendez des discours, y compris parfois dans votre studio. Ici, vous entendez parfois des discours où des commentateurs disent tous des voleurs, tous des corrompus. De grâce, s'il vous plaît. Les grandes gueules. Non, mais... On va évoluer, allez-y. Moi, je voulais quand même... Et attention, ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Si on jette le discrédit sur l'ensemble des institutions, les citoyens s'en méfient, il n'y a plus de fonctionnement démocratique. Tout le monde n'est pas pareil, on le sait. Hier, Monsieur le ministre, l'Humanité a célébré la journée internationale de la torture. C'est une journée qui est célébrée par les Nations Unies. On sait qu'en Guinée, pendant tous les régimes la torture a été utilisée comme moyen d'extorsion des aveux ou bien un moyen de mettre la pression ou de faire souffrir un groupe de personnes. Est-ce que la torture, il y a un moyen il y a une stratégie que vous comptez mettre en place? Est-ce que c'est pris en compte dans la lettre de politique qui va bientôt être sortie? Absolument, c'est pris en compte et nous avons beaucoup travaillé sur cette question, mais je profite de votre question pour mettre l'accent sur quelque chose d'essentiel dans ce pays. À chaque fois qu'on évoque des sujets d'intérêt national dans ce pays, on parle d'éducation, de sensibilisation. Je vais vous dire une chose, on ne construit pas un pays sur la sensibilisation. Il faut appliquer la loi. Il faut sanctionner. Il y a des gens qui font des choses, ils savent pertinemment
que c'est illégal, que c'est immoral, que c'est amoral. Ils le font avec la certitude de ne pas en rendre compte. Bien, c'est bien la sensibilisation. On peut sensibiliser, peut-être les enfants, peut-être les jeunes, mais on ne gouverne pas. On ne construit pas une société sur des politiques de sensibilisation en disant il faut aller leur expliquer. Les gens le savent. La torture, est condamnée non seulement par nos lois internes, mais aussi par nos engagements internationaux. S'il y a torture, la sanction doit être impitoyable. Tant qu'on ne sanctionnera pas dans ce pays, on n'avancera pas et on ne changera pas un certain nombre de réalités fâcheuses et tristes dans notre pays. Justement, ce qui nous amène à parler d'incivisme. L'incivisme, il est une réalité. Il continue dans notre pays. Malgré tous les efforts qui sont faits par vous, les gouvernants, notamment par votre département, on a comme l'impression que c'est finalement une problématique insoluble. Pourtant, vous êtes sur le terrain, d'autres acteurs, les acteurs de la société civile et d'autres acteurs aussi se déploient sur le terrain pour faire face, pour faire reculer l'incivisme dans notre pays, mais rien n'y fait. Est-ce que vous dites aujourd'hui, non, il faut laisser tomber, ce pays est un pays qui est totalement dans l'incivisme, à la merci de l'incivisme. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour inverser cette tendance fâcheuse? Et deuxième question, la CENACIP s'incruste dans nos habitudes. Bientôt, la 3e édition. Vous avez déclaré au Palais que vous n'organiserez plus la CENACIP. Et cette 3e édition arrive. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez l'organiser ou bien vous maintenez votre décision de l'année dernière, vos annonces de l'année dernière de ne plus vouloir l'organiser? Écoutez, je pense que quand on a du respect pour le peuple, et quand on fait une déclaration, on la respecte. Je n'organiserai pas la prochaine édition de la CENACIP. La semaine prochaine, je vais présenter au gouvernement un projet de décret pour la création d'une agence de promotion du civisme et qui sera autonome, indépendante, qui s'occupera de la CENACIP. Je l'ai dit, mon histoire avec la CENACIP est terminée. Elle est définitivement terminée. Je le dis, je suis fier d'avoir proposé ce projet, cette loi, et que le gouvernement l'ait soutenu, le Parlement l'ait voté à l'unanimité de tous les groupes politiques, je le rappelle. J'ai dit à l'opinion, j'ai dit au peuple, je crois que c'est le minimum que je dois à ce peuple. Pour moi, personnellement, c'est terminé. Vous jetez l'éponge, monsieur le ministre. Et ça ne ressemble pas à Khalifa Gassama, qui a reçu énormément de coups dans son propre camp, au niveau de l'opposition, de la mouvance. Mais là, vous voyez jeter l'éponge. L'essentiel, permettez-moi, l'essentiel est que la CENACIP soit organisée. Ce n'est pas qu'elle soit par le ministre Gassama. Je ne suis pas... Les grandes gueules. Voilà, c'est ça l'essentiel. Pour la première question, vous savez, c'est la même chose, la question de l'incivisme. D'abord, ce n'est pas peine perdue, mais la sensibilisation, par exemple, prenons le cas de la sensibilisation sur le civisme. Quand vous allez vers des citoyens pour leur dire ce qui est normal ou pas, ce qui est civique ou pas, il faudrait qu'en même temps, ceux qui gouvernent soient exemplaires. Le civisme, ce n'est pas une dynamique à une tête, c'est une dynamique à 3 têtes. Il y a les individus, il y a la société, il y a l'État. Ce qui pose problème dans la sensibilisation dans notre pays, du fait que déjà, elle ne suffit pas. Ce qui pose problème, c'est que si vous donnez que les leçons dans un sens, ça ne marche pas. Il faut que, quand on donne des leçons aux citoyens et qu'ils voient que ceux qui défendent ces valeurs respectent les valeurs qui sont censées imposer aux citoyens. Cette dynamique globale, si elle manque, le civisme ne marchera pas. Par ailleurs, je le redis, c'est pas que la sensibilisation. Il faut punir, il faut sanctionner, mais quand on veut aussi punir et sanctionner, la loi n'aura son sens que lorsqu'elle s'applique à ceux qui sont censés être les plus puissants. Si c'est pas le cas, si vous faites les lois pour les plus faibles, les plus fragiles, cette loi sera désuète, elle mourra de sa plus belle mort. Il faut qu'on applique la loi à ceux qui pensent être au-dessus des lois. Bien, Khalifa Gassama Diaby, notre invité ce matin.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.